Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Comme dans ta bulle. Je suis ravie aujourd'hui de discuter de Wonder Woman et d'Harley Quinn, le nouveau titre chez Urban Comics et surtout un nouveau titre qui lance la collection DC Création. Et je suis très bien accompagnée avec Sylvain Runberg. Salut. Bonsoir, bonjour. Et Mickey Montello. Hi. Bonjour. Hi. Donc ça va être un podcast et français et anglais. Et on va tout d'abord commencer avec la première question pour vous. C'est quoi votre premier lien avec l'univers de DC? Quel est le premier souvenir d'enfance que là vous pouvez me raconter autour de DC? And for you, Mickey, what is your connection to the DC universe if you had to give us one childhood memory? Alors moi, ça doit être un comics que j'avais récupéré chez mon cousin qui était âgé de il avait 20 ans alors que moi je n'avais que 7 ans, mais il me permettait d'accéder à sa collection de bandes dessinées. Et je ne saurais plus dire ce que c'était exactement, mais c'était un récit où le Batman affrontait le Joker. Ok. Voilà, c'est mon première expérience avec l'univers DC. C'était en noir et blanc, je pense que c'était un gros recueil et comme moi je suis franco-belge, donc ma maman était belge, donc mon cousin était en Belgique, il y avait des espèces de beaucoup de recueils qui n'existaient pas en France en fait, en tout cas pas là où j'habitais. Donc c'est ça, c'est le Joker avec son espèce de costume avec des points d'interrogation. Ok, c'était pas le Riddler. Non. Où il y avait des cadeaux en fait. Bon, c'est assez vague, hein, mais c'est ça, le Joker et Batman. Ok. For me, it was actually movies, not the comics. My first connection to DC character was 1989's Tim Burton's Batman, which was the first movie ever I saw on cinema. I was only 4, and I had nightmares with the Joker for weeks. But it really caused an impact. Like since then, I started like collecting everything I could about Batman, and that lasted for a couple of years. Then I got into the comics a bit older, but that was definitely my first introduction to the DC universe. The same for me. Qu'avez-vous ressenti à être le premier duo à lancer cette collection en France? So what did you feel about the first duo to launch the DC Creation? Pour nous, pour moi en tout cas, c'est un grand honneur. Moi, la première fois que j'ai discuté de l'éventualité de travailler sur des personnages DC, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, avec Paul Scortecchia d'Urban, et qui m'avait posé la question à l'époque, tiens, si tu avais à choisir un des personnages de l'univers de DC, qui est-ce que tu choisirais pour développer un récit original? J'avais tout de suite répondu Wonder Woman, parce que c'est un de mes personnages préférés, ou mon personnage préféré chez DC. Donc évidemment, quelques années plus tard, quand on nous a recontactés et qu'on m'a dit, bah voilà, tu fais partie d'une shortlist où tu peux nous proposer à la fois les personnages de ton choix et l'histoire de ton choix. Est-ce que ça t'intéresse de tenter et voir si nous on accepte? Évidemment, j'y suis allé tout de suite. Jamais j'aurais imaginé pouvoir travailler sur de tels personnages en fin de compte. Il n'y avait pas un stress ou une appréhension par rapport à... Non, il y avait surtout un enthousiasme. Ok. For me, it's as Sylvain was saying, it's an honor to be part of a series of artists that I admire and I admired for a long time. And at the same time, it's a good chance to experiment with something that I find very interesting, which is mythology and the archetypes of a character. In this case, the warrior. And for me, as I've been saying a lot lately, for me, more than a superhero book, it was more a book about mythology and about some sort of a legend. So I was thinking more on ancient Greek and Roman mythology when I was doing the book. And in that sense, it was also a very interesting thing to do. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre collaboration? So can you tell us about your collaboration? Why did you work together? Alors Mickey et moi, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Donc Wonder Woman et Harley Quinn, c'est notre 6e album commun parce qu'on a commencé d'abord chez Dargo, où on a fait la série de space opéra Warship Jolly Roger. Ensuite, Mickey avait travaillé en fait sur une histoire courte, un collectif lié à l'univers d'Orbital, une de mes séries de science-fiction. Et puis ensuite, on a fait une adaptation chez Delcourt d'un des romans de Liu Cixin, qui est écrivain de science-fiction chinois très connu, qui a fait Free Body Problem à 3 corps. Et donc, on a vraiment l'habitude de travailler ensemble, on apprécie le fait de travailler ensemble. Et du coup, c'était vraiment une super expérience, pour moi en tout cas, de travailler sur Wonder Woman et Harley Quinn avec Mickey, parce que c'était déjà très fluide, on se connaît très bien. Et du coup, on a retrouvé en fait les mêmes ambiances de travail, de collaboration, de confiance, de dialogue.
Donc ça a été pour moi que du plaisir en fait, de travailler avec Mickey sur cet ouvrage et cet univers. Same for me. It's been many years already, and it has always worked very well. So if it works, don't break it. And we've worked in several very different projects, but every project has been a new and interesting experience, and that's why it lasted so long. And it's gonna last. It's always easy to work with someone who it's easy to talk and you match in more aspects. So yeah, collaborating with Sylvain on this has been a pleasure as usual. So Sylvain doesn't have default or anything. What do you say? J'en ai beaucoup, mais dans le cadre du travail, peut-être que j'en ai un peu moins que dans d'autres domaines. So it's a perfect match together. Yeah, for so the far. title. Perfect. Sylvain, tu as dit que du coup ton personnage préféré était Wonder Woman. Pourquoi as-tu voulu te concentrer sur Wonder Woman et Harley Quinn, qui sont quand même deux personnages très différents, complètement opposés? Est-ce que c'était pour aussi innover? Est-ce que toi, dans ta lecture de Wonder Woman, il y a quelque chose qui sont peut-être un peu trop répétitives dernièrement? Alors, le premier personnage préféré de l'univers d'ici, pour moi, c'était Wonder Woman à travers la série télé avec Linda Carter. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et ensuite, un autre personnage que j'ai découvert évidemment beaucoup plus tard, parce qu'il est apparu beaucoup plus tard et que j'ai tout de suite beaucoup apprécié, c'est Harley Quinn. Donc c'est mes deux personnages préférés de l'univers d'ici. Il se trouve qu'elles n'ont jamais été vraiment réunies, en tout cas pas dans ce cadre-là, et que pour moi c'était intéressant justement d'imaginer une histoire où on a deux personnages comme ça qui a priori sont très très opposés, et elles le sont au départ. Oui. On a Diana qui est plutôt axée sur la justice, sur le dialogue. C'est quelqu'un qui est très terre à terre, très posé. Et puis on a en face d'elle Harley Quinn qui est psychotique, violente, dangereuse, a priori en tout cas. Mais justement, je voulais, moi ce qui m'intéressait, c'est justement de faire se confronter ces deux personnages-là, mais dans un récit où on avait en fin de compte Harley Quinn qui veut se sortir d'une relation toxique où elle est victime, où elle a subi des choses horribles. Et c'est l'histoire de son couple avec le Joker. Et qui va avoir le courage, parce que ça demande du courage, de la bravoure, de demander de l'aide pour essayer de sortir de ce cycle infernal à quelqu'un dont elle ne sait pas par avance si elle avait accepté cette main tendue. Mais cette personne, c'est Diana. Évidemment, Diana, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. Et que quand Harley Quinn arrive sur Themyscira pour lui demander de l'aide parce qu'elle est à bout, évidemment, Diana, elle n'hésite pas une seconde. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment le moteur principal du récit au départ. C'est à ça que j'ai pensé d'abord pour écrire cette histoire. Justement, c'est quand même un choix plutôt audacieux. On en avait un peu parlé, mais là, on peut l'approfondir. Parce que dans la continuité actuelle, Harley Quinn est sortie de sa relation toxique avec le Joker pour être avec Poison Ivy. Et donc là, il y a comme un retour en arrière. Et aussi le fait de montrer... Enfin, moi, je sais que les planches où on voit Harley abîmée, violentée, sont assez dures. Chose qu'on n'a pas eue tout au long de l'histoire d'Harley, alors qu'on savait qu'elle était violentée par le Joker. Donc il y avait peut-être une certaine manière pour toi d'affirmer que oui, ça s'est passé, et en même temps de pas continuer cette relation avec Poison Ivy. Oui, tout à fait. Ça, c'était cette espèce de liberté aussi que nous laisse Urban et DC, c'est que c'est un album qui est, on va dire, hors continuité quelque part. Et donc pour moi, l'important, c'était à la fois de m'adresser à tous les fans qui aiment l'univers DC et le connaissent très bien, mais aussi à m'adresser aux gens qui n'auraient jamais lu une histoire de super-héros ou qui ne connaîtraient pas du tout l'univers DC. Et pour moi, ça, c'est des thématiques universelles, malheureusement. Quand moi, j'ai commencé à développer ce récit-là, c'est l'époque où le mouvement MeToo démarrait, en fin de compte. Et ça a eu pas mal d'impact sur la manière dont j'ai traité le sujet. Parce que pour moi, c'est la manière dont il est aussi présenté dans le récit, le Joker est une ordure et point. Il n'y a pas de rédemption. Pas de nuance, ouais. Voilà, il n'y a pas de nuance, c'est une ordure, c'est quelqu'un qui est un bourreau, qui abuse d'Harley Quinn. Et c'est de ça dont elle essaye de se sortir. Évidemment... on le montre et c'est violent et c'est brutal parce que c'est aussi ça la réalité de ce type de relation-là.
Et en plus, depuis, c'est pas par rapport à ça que je l'ai écrit comme ça, mais par exemple, les 2 derniers films où on montre le Joker comme un personnage plutôt cool, en fait, moi, ça correspond pas du tout à ma vision du personnage. Le Joker, c'est une ordure, c'est quelqu'un de violent, et c'est comme ça qu'il est présenté dans ce récit-là, et c'est de cette violence que Harley Quinn veut s'échapper, en fin de compte. Et ça lui demande du courage, encore une fois. C'est l'histoire de quelqu'un qui prend une décision courageuse, à savoir sortir d'un cercle toxique dans lequel elle était enfermée, d'une domination, et qui va demander l'aide, en l'occurrence ici, à Diana, pour essayer d'y arriver. C'est intéressant pour le Joker parce que ça me fait beaucoup penser au livre Le syndrome de Magneto et à cette façon dont on a aujourd'hui de romantiser, voire d'héroïser les méchants et d'en faire des anti-héros finalement et plus vraiment des méchants en soi, quoi. Ouais, pour moi, alors évidemment, c'est toujours important de comprendre comment quelqu'un devient violent, brutal, dominateur, parce qu'il y a toujours des raisons, et vouloir les comprendre, c'est tenter de trouver en fait des moyens pour éviter que ça recommence, mais ça ne veut pas dire excuser ce que fait la personne. En l'occurrence, ici, c'est bien de ça dont on parle. Et ici, c'est le personnage principal, le sujet, c'est Harley Quinn. C'est pas le Joker. C'est comment la victime va tenter de s'en sortir. L'agresseur, eh bien, justement, il y a une scène où il apparaît, mais c'est pas lui le centre du récit, justement. Oui. Parce que le centre du récit, c'est quelqu'un qui est une victime, et il n'y a pas de honte à être une victime. Même si c'est ce qu'on peut ressentir souvent dans ces cas-là, il n'y a pas de honte à être une victime, et ça demande du courage à essayer de se reconstruire quand on a vécu des choses aussi difficiles, et c'est toute l'histoire de ce récit-là. For you, Mickey, what inspired you to draw this character, and what do you think you have brought to Harley and Wonder Woman? That's a good question. Well, as I was saying, I'm not a huge superhero reader nowadays. So I was just thinking more if I was drawing a story about mythological gods. So I was trying to play with these stereotypes. And for me, about Harley Quinn in this comic, there was this interesting mix about taking a character like her, who's very, playful and mischievous, and mixing it with the discipline and the rectitude that the Amazons have. And I think that was the idea for the cover, and that's why the cover worked well, because I was trying to, in one single image, to create two icons of how even being a warrior can have different points of view, right? They both are warriors in this story, but they both have very different perspectives about life, and that's what I think it made these encounter between these two characters interesting. That two points of view can converge to become something and become this unity of concept. The cover is very interesting because she doesn't seem enemy, but she doesn't seem friend anymore. So it's a lot of question about this cover. Exactly. That was the main idea, and that was what I was trying to create with this image. And I think it helps to have that in the cover, because the moment you see that, you wonder like where this is going to go. Are they going to become friends, or are they going to go separate ways? But in the limited edition, she seems more friendly. You think? Yeah. In the limited edition? Yeah, because both of her smile and she's looking her. I think in the limited edition, I tried to create that tension, but I think it gets perceived more like they are training or playing more than fighting itself. Yes, yeah, I'm feeling more sorority in this limited edition. Could be. For me. Yeah, I think this first cover is one of the first drawings I did for this project, and I was still not sure about where this was going to go, and I think that transpires in the first cover. But when I did the one for the special edition was when the project was done. So I already had a different concept of the relationship between both of them. I was trying to create this tension anyway, but I think that the idea I had about the characters was already very different. Okay. And your panel layout is very dynamic with a lot of close-up on face. Why did you approach the storytelling for this title? I basically, because, I was trying to adapt my narrative language to the superhero comic language.
But then I realized like this is not an American-made comic. It's superhero, yes, but it's also a mythological story made by two European guys. So I'm not going to pretend that I follow the tradition of American comic books. So when I got to that conclusion, all the different influences I had started coming out from European comics, like American comics. Of course, I was trying to do something a bit more flashy because, when you're dealing with superheroes, you need big panels, you need spectacular fights. But I used a lot of resources from other comic languages like European comics or manga. Oh, manga too. And and I didn't restrict myself to doing that because I was not, I was not publishing a stereotypical American comic book. So I had room and freedom to do experiment a bit more, basically. Sylvain, Mickey a beaucoup parlé de mythologie et justement l'histoire se pose à Themyscira où là tu abordes vraiment toutes les Amazones avec des points de divergence et avec un lien mère-fille aussi qui est assez important. Est-ce que c'était difficile pour toi d'écrire un titre où du coup on a exclusivement des persos féminins et avec du coup des psychologies qui sont assez différentes avec des points de tension, etc. C'était ce qui faisait l'intérêt du projet aussi, c'est que quand j'ai voulu parler de Wonder Woman, je me suis intéressé évidemment à la civilisation amazone telle qu'elle est présentée dans DC. Et puis le premier point qui m'est apparu, moi-même étant parent, c'est qu'il n'y a pas d'enfants sur cette île. Et comment ça s'explique ? Parce qu'il y a une raison forcément. Et c'est ça que j'ai voulu creuser dans ce récit aussi. Et c'est partir de ce point de vue de la parentalité qui est vraiment intégré à comment est-ce qu'on approche une société guerrière, parce que les Amazones sont des guerrières. C'est aussi une société qui n'est pas une démocratie, puisqu'on a une reine, donc c'est une monarchie, donc c'est Hippolyte. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui est très vertical. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pense à la psychologie de Diana, Wonder Woman, elle n'est pas du tout dans cette optique-là, Diana. Et en plus, elle est très ouverte sur le monde, alors que Themyscira, c'est plutôt un monde clos. Et donc, c'est toutes ces divergences et ces fêlures éventuelles qui, pour moi, pouvaient apparaître dans la société des Amazones, que j'ai voulu faire ressortir à travers les différentes confrontations auxquelles on assiste dans le récit. Et justement, oui, tu t'es renseigné un petit peu sur la mythologie grecque, sur comment représenter aussi Themyscira, à quoi elle pouvait ressembler. Oui, je me suis surtout intéressé à la manière dont était représentée cette société dans l'univers de DC. Et ensuite, alors je ne vais pas faire de spoiler, ou peut-être que je peux en faire un, je ne sais pas, j'ai intégré une figure centrale de la mythologie grecque qui est une des explications, voire l'explication principale de ce que sont devenues aussi les Amazones par rapport à ces thématiques-là. Oui, ouais, complètement. À savoir que Hippolyte et les Amazones ont une manière de vivre qui est liée à quelque chose qui s'est passé du temps de la Grèce antique et qui a modifié en fait leur manière de fonctionner en tant que société pour s'établir définitivement en tant que société guerrière, même si c'est pour des bonnes causes, mais uniquement guerrière. Et le thème de la guerre et de la parentalité, c'est quelque chose qui est vraiment lié dans ce récit, parce que en tant que parent, qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre un enfant et que surtout perdre un enfant pendant une guerre ? C'est intéressant parce que moi, ça me fait beaucoup penser à un roman que j'ai actuellement qui est une dystopie féministe qui s'appelle Le Rivage des femmes et qui me montre une société matriarcale. Donc, il n'y a que des femmes et à partir de 8 ans, les jeunes garçons qui naissent sont hors de la société et sont livrés à eux-mêmes. Et pour le coup, l'autrice pose les limites que finalement, ça ne marche pas si bien que ça, le fonctionnement qu'ont les femmes après des années de société patriarcale. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu ce que tu racontes. Donc pas forcément qu'il faut des hommes à Themyscira, mais qu'il y a des limites aussi à une certaine forme d'extrémisme de la part des Amazones. Disons que pour moi, la sororité, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est essentiel, mais on ne peut pas simplement compter sur le fait d'appartenir au sexe féminin pour avoir en fait de l'empathie, de la patience, de la tolérance. Enfin, dans notre vie réelle, je pourrais prendre plein d'exemples de femmes qui font preuve de violence et de brutalité aujourd'hui encore. Et donc, on vit dans une société patriarcale et c'est brutal, mais c'est vrai que ça serait naïf de croire que parce que
les femmes concentreraient tous les pouvoirs, on arriverait à une société meilleure. Enfin, il faut une société où, en fait, avant de parler d'hommes et de femmes, on parle d'êtres humains. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, la véritable égalité. Bon, maintenant, on reste dans une société patriarcale et c'est ça qu'il faut combattre. Mais oui, et c'est pour ça qu'il y a deux approches qui s'opposent. Même si elles viennent de la même société, de la même culture, Diana et sa mère ont des approches qui sont radicalement opposées sur comment réagir, par exemple, aux deux situations centrales de ce récit, à savoir une Amazone qui tombe enceinte alors que c'est pas censé arriver, et donc qu'est-ce qu'on fait de cette Amazone et de l'enfant, et puis l'arrivée d'Harley Quinn, qui est quand même une des criminelles les plus redoutées de Gotham, qui demande de l'aide, et en l'occurrence, là je spoil rien parce que c'est évidemment ce qu'elle fait, Diana propose tout de suite d'accepter de l'aider, alors que pour Hippolyte, c'est hors de question. Pour elle, Harley Quinn, elle représente exactement l'antithèse des valeurs Amazon, donc il n'y a aucune raison de lui ouvrir les portes de l'île de Thémissira. I have one question, Mickey. It's you in the first patch. Both of us. Oh. It's Sylvain and I. Sylvain here? Yeah, it's okay, sorry. It's the first time It's the first time, but Sylvain... it's the first time we include ourselves in a comic after so many comics together. And Sylvain had this idea of including a lot of people we know in the comic, both for Amazons and actually most of the guys in this first page are people we know. So yeah. We talk about the format. Le format de la BD correspond à un format qu'on peut dire BD franco-belge qui est beaucoup utilisé Urban l'utilise beaucoup depuis quelques temps. Quel regard vous avez sur l'évolution du comics aujourd'hui? So, Mickey, the format of the comic book corresponds to the Franco-Belgian comic book format. So, what do you think about the evolution of comic today? For me, I mean, I'm very used to change the format of the comics because I've been doing like comics for different markets, and I also do comics online, especially on my social media platforms. You know, which for Instagram, for example, you had to do more of a square. So, like format is never been a problem. In this case, it gives you probably a bit more room to do more of a classic 4-strip page. But yeah, it doesn't really suppose a big difference for me. Pour moi, ça représente un peu aussi notre parcours en tant qu'individu et qu'auteur, c'est-à-dire qu'on a grandi à la fois avec la BD franco-belge, le comics américain et puis le manga japonais. Moi, depuis mon enfance, en fait, j'ai commencé à lire de la bande dessinée avec les Schtroumpfs, les Tuniques Bleues, Astérix, Lucky Luke, mais aussi les éditions Lug, Strange, Titan, Speedy, ça c'était exactement au même moment, plus là, les premières vagues d'animés japonais qui arrivaient sur nos écrans, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Et moi j'ai été biberonné à tout ça en même temps. Et ce récit-là, et c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé, je pense, à être contacté puis à avoir un immense plaisir, un immense honneur à faire ce livre, c'est que ça représente aussi les points de conjonction entre ces différentes cultures qui, pour nous, en fait, sont tout à fait naturels maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Je tease un peu vers la fin, où on voit une silhouette féminine qui est celle de Catwoman. On y retrouve aussi Poison Ivy. Est-ce qu'à terme, il y a des envies de Gotham City Sirens en histoire? Alors moi, j'adorerais faire un récit avec les sirènes de Gotham. On en a déjà discuté avec Mickey. Ah oui. Voilà. Donc, si DC et puis Urban sont intéressés, nous, on est partants. C'est un petit message. Voilà. Je sais que Urban, ils sont partants déjà. Donc maintenant, c'est à nos amis d'ici de décider. Et qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite? Parce que du coup, le tome laisse une porte ouverte. Il y a donc une suite qui est en route. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour pour l'instant, il n'y a pas de suite qui est en route, mais oui. En fait, c'est justement... je reviens à la question précédente. Enfin, c'est conçu comme un récit complet, mais il y a effectivement une fin qui peut qui est ouverte. Nous, on est prêts à continuer. Voilà. Donc... la balle est dans le camp des éditions concernées. Et pour finir, est-ce que vous avez des envies, depuis que vous avez commencé donc avec Harley Quinn et Wonder Woman, d'aborder d'autres personnages? Est-ce que ça t'a donné envie de travailler sur d'autres persos? And for you, Mickey, do you now want to work on other DC characters? And which ones? Alors, on ne peut pas dire lesquels, parce qu'en fait, ça serait spoiler quelque chose, mais effectivement, nous, on en a discuté ensemble.
On a très envie de travailler, oui, par exemple sur les Sirènes de Gotham, et on sait exactement avec qui elle serait impliquée dans le nouveau récit qu'on a en tête. Mais ça, on va pas dire qui. Voilà. Vous ne pouvez pas le voir parce que du coup, c'est que de deux, mais ils ont les yeux très malicieux. On sent que ça prépare des petites choses. Yeah, for me, I always like characters who are a bit on the corner of what's stereotypical. So I think I would have a lot more fun working with characters that are, like with Arnaud, I was talking, for example, about the Swamp Thing, or characters where, for example, you can build a gothic horror story than more stereotypical superhero characters, right? So the good thing about superheroes is that they're like toys, and what makes them interesting is the story that's behind them. So you can really use a superhero to embark yourself in a completely different genre. So for me, I've always had a taste for science fiction and fantasy and horror. So I think that's the field I would like to go. And you can take Harley or any of these characters and put them in a completely different scenario and transform the character until you fit into the genre you want to work in. So it's more about the kind of comic I would like to work with. The characters you can always play narration. Yeah, exactly. Je pense là pour finir, mais est-ce qu'il y avait l'idée aussi que ce comics soit accessible pour tous et toutes, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans mon podcast, que le comics ne soit pas élitiste. Est-ce que là aussi il y avait l'idée de le mettre à quelqu'un qui est néophyte? Oui, tout à fait. Moi, c'est l'idée même centrale de ce type de récit. C'est-à-dire que si vous ne savez pas qui est Wonder Woman, si vous ne savez pas qui est Harley Quinn, si vous n'avez jamais entendu parler de DC, je pense que vous pouvez tout à fait lire ce livre. C'est parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Thank you, Mickey, for Thank you this so moment. much. Et n'hésitez pas, du coup, à découvrir ce titre qui est vraiment très, très bon. Donc, Wonder Woman, Harley Quinn, La souffrance et le don de Sylvain Rodberg et Mickey Montello chez Urban Comics. Je vous dis à bientôt. Au revoir.